3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, directeur associé chez Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Vincent Lecartier qui nous accompagne également. Bonsoir Grégoire. Cette responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Philippe Usan à nos côtés également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général adjoint et directeur de gestion d'IM Global Partner. J'essaye de décrire les marchés à travers quelques indicateurs. Je disais, l'indice VIX, la volatilité du marché action américain est au plus bas de l'année, autour de 12, à peine supérieur à 12. Les indices, les grands indices actions des marchés développés notamment sont au sommet. Le Nasdaq était hier encore sur un niveau record. Alors ça bouge un peu du côté des matières premières, mais si je regarde le pétrole comme indicateur macro, ou en tout cas indicateur de marché, on est autour de $80 le baril. Si je fais la moyenne entre le brut léger américain et le Brent de la mer du Nord, ce qui semble être une description de marché assez calme, si les marchés peuvent être calmes de temps en temps. Philippe, de quoi cette image est-elle le reflet aujourd'hui ? Alors c'est vrai que ça peut sembler un tout petit peu paradoxal. Vous rappeliez en ouverture quel est le résultat de Nvidia demain, et c'est probablement l'action la plus systémique depuis 25 ans. On se rappelle que les fois précédentes, ça a quand même bougé beaucoup. Donc la volatilité implicite du S&P soit au plus bas la veille, ça montre aussi, on va dire, l'état d'esprit des investisseurs. Mais bon, si on prend un tout petit peu de recul et qu'on regarde les fondamentaux, oui, on peut comprendre cet optimisme. On va finir, on va dire, demain, la saison des résultats du premier trimestre. Ils ont quand même été globalement de bonne facture. Alors, on a eu aux États-Unis, comme d'habitude, le schéma classique où les sociétés guide à la baisse, les analystes revoient, et puis on bat les attentes. Entre parenthèses, le niveau des bénéfices pour le S&P 500 au niveau du T1 est quand même en baisse par rapport au trimestre précédent. On sera sur un point, voilà, exactement, en séquentiel. On sera probablement sur un point bas au T1 et puis ça va remonter dans les 3 trimestres qui viennent. En Europe aussi, on est quand même. Alors, il y a plein de bonnes choses, on y reviendra sans doute, mais on est quand même en baisse d'un trimestre sur l'autre. Et même sur un an glissant, on est sur une légère contraction des profits. Mais bon, le point important pour moi, c'est que depuis le début du deuxième trimestre, on a de nouveau changé de régime sur le lien entre les taux d'intérêt et les actions. Au premier trimestre, vous vous souvenez, on montait alors que les taux d'intérêt ont commencé à corriger. À un moment, la remontée des taux d'intérêt, le fait que le marché devenait de moins en moins optimiste sur les baisses de taux de la Fed, a commencé à faire peur, y compris le marché actions. Et on a eu au mois d'avril cette correction simultanée sur les actions et sur les obligations. Donc là, ça nous rappelle, évidemment pas du tout dans les mêmes proproportions, mais 2022. Voilà. Le 10 ans américain allait à 4,70. On a touché 4,73, je crois, au plus haut le 25 avril. Voilà. Bon, c'est quasiment 100 points de base de hausse par rapport au plus bas qu'on avait touché au mois de janvier. Bon, et depuis le début du mois de mai, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le prix des obligations augmente, donc les taux d'intérêt rebaissent. On a reperdu 40 points de base quasiment entre plus haut et plus bas sur le 10 ans américain en même pas 10 jours. Donc là encore, on en avait parlé la fois précédente, mais on a quand même une volatilité sur les taux d'intérêt qui est quand même plus forte qu'avant. Et c'est ce côté... Alors pourquoi ? Parce que d'un côté, on va dire, on a eu une réunion de la Réserve fédérale au début du mois qui a continué globalement à dire oui, la politique monétaire est restrictive, on n'a pas encore assez d'éléments, mais on va quand même aller vers des baisses de taux. Pas tout de suite. Donc après les banques centrales en Europe, mais quelque part au deuxième trimestre, donc disons en septembre, c'est ce qu'anticipent les marchés aujourd'hui. Et puis on a eu des nouvelles économiques qui restent correctes, mais qui ralentissent. Et donc on est dans ce... Vous savez, en général, on est soit good news is good news, bad news is good news. Là, moi, je le résumerai en disant soft news is good news. C'est-à-dire que si on a effectivement des nouvelles économiques qui sont tièdes, c'est exactement ce dont les marchés rêvent, puisque ça permettra d'avoir à la fois de la progression des bénéfices et probablement des baisses de taux. Donc c'est ce régime Goldilocks, boucle d'or, qu'on a connu déjà dans le passé, qui est quand même dans sa constitution différente du new normal, donc ce qu'on avait avant le Covid. On y reviendra sans doute aussi. Mais effectivement, voilà, c'est un optimisme qu'on peut comprendre, un optimisme qui n'exclut pas d'être vigilant, parce qu'effectivement, il y a toujours des petits signes à droite à gauche qui montrent que cette politique monétaire restrictive, elle pourrait commencer à peser à un moment ou à un autre. Mais oui, globalement, tout ça, j'allais dire...
tient debout jusqu'à ce que... La confiance n'est pas perdue. Jérôme Powell et les banquiers insistent beaucoup sur le niveau de confiance qu'ils peuvent avoir en vue de baisser les taux. Ils ont perdu un peu de confiance, mais la confiance est toujours là, validée notamment par une série de données économiques qu'on a eues ces derniers temps. Exactement. Rien ne vient pour l'instant perturber. Donc on a beaucoup d'échéances devant nous au deuxième semestre et ce sera dominé évidemment par les élections américaines. Il y en a d'autres. Voilà. Et on n'a pas encore identifié le grain de sable inconnu qui viendra se mettre dans les rouages. Plus l'intelligence artificielle dont on parle aussi, et voilà, qui fait rêver. Que vous inspire ce calme de marché, si je reprends ce terme, Vincent? Et effectivement, derrière la mécanique que décrit Philippe, qui est un schéma ou un régime de marché un peu différent des 3 premiers mois de l'année, notamment, quand on rentre un peu dans le détail des marchés actions, des intérêts des investisseurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport au début d'année, par exemple? J'ai l'impression que les choses se calment un petit peu sur la partie obligataire. On retrouve de nouveau le montage de fonds datés ou des choses comme ça. Donc en clair, ça, pour moi, c'est le signal que de nouveau les investisseurs institutionnels ont l'idée que sur ces niveaux, il faut de nouveau figer les taux et que la probabilité que ça aille encore au-delà est de nouveau faible. Sur les actions, pour moi, objectivement, on est dans un scénario assez idéal. C'est-à-dire qu'on a des tas d'indications comme quoi la croissance, sans être spectaculaire, est pérenne. Il y a peut-être un petit peu trop d'inflation par rapport à ce qu'on pourrait espérer, mais en réalité, pour les actions, c'est plutôt un facteur positif parce que généralement, ça se traduit sur les chiffres d'affaires, les marges. Voilà, donc, de 2 à 4% d'inflation, c'est le régime idéal pour les actions. Et les sociétés cotées sont, entre guillemets, l'élite de l'élite de l'économie. Donc, généralement, elles sont en plus mieux à même d'en tirer parti de ces situations. Non, pour moi, on est vraiment dans un régime très confortable. On retrouve de nouveau des OPA. Voilà, donc des choses qui peuvent provoquer derrière des comparables. À quel prix est-ce que je sors? Ah oui, donc c'est beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. Donc je regarde les comparables, donc il faut aligner les prix. Donc ça a tendance là aussi à soutenir un peu la cote. On revoit passer aussi des introductions en bourse. Ça faisait un petit moment que c'était pas le cas. Alors je sais pas s'il faut l'interpréter positivement ou négativement. Mais de mon point de vue, vu le contexte, c'est plutôt positif. Et on a la confirmation par les banques centrales que les baisses de taux vont venir. Donc c'est pas forcément... Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Ouais. Je pense, pour les actions, la croissance suffit à nous rassurer. Et au niveau micro, on le retrouve aussi au niveau des résultats. Donc je pense que c'est un plus d'avoir une baisse de taux, enfin une ou plusieurs baisses de taux. Donc la question qui se pose est de savoir si ces baisses de taux viennent pour contrer un ralentissement qui serait un peu fort, ou est-ce que c'est juste un ajustement technique? Est-ce que c'est soft news is good news, ou est-ce que ça devient bad news is good news? Voilà. Oui. Donc il faudra regarder un petit peu quelles sont les statistiques économiques ou quels sont les justificatifs que les banques centrales mettent en avant pour expliquer pourquoi elles baissent les taux. Moi, je suis quand même un peu vigilant sur la partie emploi aux États-Unis. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petits indicateurs successifs qui laissent penser quand même les choses se tassent. Pas forcément de façon grave, et je pense que l'État fera ce qu'il faut. C'est une année électorale, donc je pense qu'on aura des embauches administratives pour tout le monde a intérêt à préserver la situation actuelle. Voilà, pour s'assurer que tout aille bien jusqu'au bout. Mais je trouve que les choses se dégradent quand même un petit peu à ce niveau-là. On voit le nombre d'emplois commencer à diminuer. Les Américains qui ont 2 emplois, ça monte en puissance, le rythme des hausses de salaire est en train de diminuer, les démissions volontaires diminuent, les emplois vacants, là aussi, c'est en train de diminuer. Enfin, à différents niveaux, je trouve que les indicateurs sont assez convergents. Et ça, c'est un signal favorable, j'imagine, pour la Fed. C'est même un feu vert pour ouvrir la voie à des baisses de taux. Alors, peut-être pas tout de suite, mais... On verra. L'emploi, ça fait partie du mandat de la Fed aussi aujourd'hui. Je pense que s'il devait y avoir un débat à l'intérieur des membres votants de la Fed, là où jusqu'à présent on ne regardait entre guillemets que l'inflation, aujourd'hui ceux qui veulent défendre la thèse de la baisse des taux, ils ont des arguments par le biais de l'emploi pour le mettre en avant et pour du coup justifier de le faire. Et il faut quand même se rappeler qu'en termes de calendrier, avec l'élection en fin d'année, ça se télescope avec au moins une
des réunions. Donc je pense que le fait, entre guillemets, de forcer un petit peu la main, même si l'inflation n'est pas allée jusqu'à la cible de 2%, quand bien même cette cible serait réellement la cible réelle. Je ne suis pas certain. Mais ça, on verra le taux d'arrivée, l'atterrissage, on verra. Je pense que c'est mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une baisse de la Fed en juillet n'est pas non plus totalement impossible encore à ce stade? C'est pas pricé. Hein. Moi, je ne l'exclus pas. Je pense que si les chiffres de l'emploi, à la limite, plus que ceux de l'inflation, devaient être vraiment mauvais, là, je pense qu'effectivement, ça pourrait déclencher un regain d'appétit de la part de la Fed pour baisser les taux, peut-être dès cet été. Ce qui m'interpelle quand même jusqu'à présent, c'est aussi le niveau du dollar. Si vraiment les marchés étaient convaincus que ça ne peut pas se faire avant septembre, alors même que la BCE doit baisser ses taux dès le mois de juin, j'ai l'impression que le dollar pourrait logiquement être plutôt vers 1,05 plutôt qu'un 0,9. L'euro-dollar, je comprends. L'euro-dollar. D'accord. Donc je trouve que celle-là d'indication me laisse penser qu'en réalité juillet est peut-être pas complètement. Le Forex est peut-être un peu plus préparé que d'autres marchés à l'idée d'accueillir une baisse de taux de la Fed plutôt plus vite que prévu. Bon, que vous inspirent ces considérations de marché, Igor? Et puis, allons-y. Alors, on va parler d'NVIDIA, mais puisqu'on est dans les sujets macro, prochaine étape, c'est le 6 juin, la baisse de taux de la BCE attendue. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? Et qu'est-ce qui se passe après? Quelles vont être les questions ou les attentes du marché après cette première baisse de taux en Europe? Alors la situation actuelle, parce que beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas répéter, mais pour moi, le marché, il fonctionne un peu comme un train de marchandises. Donc, c'est une image ferroviaire. Pour qu'un train de marchandises arrive à son but, avec sa marchandise, il faut des rails. Les rails, c'est la politique monétaire. Et ça avait un peu déraillé dans la communication, puisqu'à un moment, on avait même pu penser qu'il pourrait réaugmenter les taux. Donc ce sujet-là, il est derrière nous. Après, on parlera du sujet de baisse des taux, mais en tout cas, ce sujet-là, il est écarté. Donc le train démarre, mais pour qu'il démarre, il lui faut une locomotive. Et la locomotive, c'est l'économie américaine, alors qui va peut-être un peu moins vite maintenant qu'il y a quelques mois. Mais l'économie européenne qui décollait en douceur prend un tout petit peu plus d'allant. Et puis après, il faut des wagons, donc de marchandises. Et les wagons, c'est les résultats des entreprises. Et là, encore une fois, on le verra demain pour NVIDIA, qui est un marqueur, mais qui n'est pas quand même la somme de profits engendrés sur cette planète, qui jusqu'à présent, je pense jamais, mais qui pour l'instant n'ont pas du tout déçu. Donc aujourd'hui, on a ce scénario. C'est vrai quand même que je pense que l'Europe, on en reparlera, mais si l'Europe baisse ses taux avant les États-Unis, c'est déjà un petit peu quelque chose qui n'était pas prévu. Ça peut relancer le crédit, et particulièrement la partie immobilière qui souffre beaucoup. Il y a un message aussi un peu social, qui est de dire, parce que le consommateur, notamment français, mais pas que, il est un peu pressurisé de toutes parts. Et donc, je serais étonné qu'il ne le fasse pas, vu l'environnement qu'on a, c'est-à-dire des hausses salariales qui sont contenues, une inflation qui a quand même... Vous le disiez en aparté, falling inflation, donc ça baisse. Oui, mais c'est un constat dressé par certains banquiers centraux européens aujourd'hui. Je sais l'inflation pas si est en chute. Mais on a quand même tous les ingrédients, peut-être pas pour faire une très grosse baisse des taux, mais pour enclencher un changement de régime. Qui donnerait quand même de l'air, même si les enquêtes, déjà sur la production industrielle allemande, on a eu un rebond, la trésorerie d'exploitation des entreprises est en amélioration, même si il y en a qui souffrent, mais comme vous le disiez, les sociétés cotées sont un peu l'élite, nous c'est un peu notre prisme, mais parce que c'est aussi ces sociétés qui tirent l'économie, donc le scénario est ça bon. Représente pas rien. On me dit souvent les marchés c'est pas la réalité. Oui, mais ça n'est pas non plus pas la réalité. C'est-à-dire que ça représente aussi quelque chose quand même. Non, c'est pas... Je me souviens d'un président qui disait les marchés n'ont pas toujours raison. En fait, ils ont toujours raison parce que c'est pas eux qui décident, c'est l'économie et eux sont le reflet d'une économie. Alors parfois ils corrigent avec leur rôle de sismographe, mais je reviens aux baisses de taux. Si je prends le scénario du marché, ce que signalent les banquiers centraux américains, 2-3 baisses de taux de la BCE, c'est tout à fait possible cette année, peut-être 3 encore en 2025. En tout cas, c'est à ce rythme-là que la BCE semble confortable avec l'idée des baisses de taux. Enfin, si 1, 2, 3 baisses de taux cette année, ça change quoi
pour des marchés comme les marchés immobiliers. Ça m'intéresse. Est-ce que ça suffit? Ça fait 50, 75 points de base de baisse de taux partant d'un taux de dépôt qui est à 4 aujourd'hui. Est-ce que ça met vraiment de l'huile dans les rouages? Mais l'emprunt immobilier, c'est pas juste un taux, c'est des conditions d'octroi, c'est des garanties, etc. Donc ça, on verra ça comment dégrippe ça se translate. D'accord. Du point de vue c'est pour savoir si ça a un vrai effet. Je pense que le risque pour nous, le danger, c'est, en tant que gérant, c'est est-ce que ces 3 baisses de taux ou ces scénarios monétaires sont déjà inclus dans les cours? Est-ce qu'il faut les préacheter ou il faut déjà commencer à donner un peu la surperformance? En fait, les marchés, c'est le timing. On dit souvent en anglais, life is a process, timing is the success. C'est-à-dire que nous, on a un processus de gestion, et puis après, on a un timing d'achat, de vente décrété. Ouais. Là, moi, j'ai l'impression que sur l'Europe, on s'est bien ancré dans cette... Au niveau de prix, de valorisation des marchés actions dans cette politique monétaire, on est plus sûr que la BCE va baisser ses taux que la Fed. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais. Mais on est sûr aussi que la Fed ne va pas les monter. Mais bon, comme on a eu une petite piqûre de rappel en avril qui a quand même un peu fait des secousses, bon, voilà. Après, on a aussi ce fameux proverbe en mai. Bon, pour l'instant, ça ne marche pas, mais on voit quand même les performances boursière, ça serait pas illogique parfois de prendre un petit peu de surperf comme ça pour refaire du cash. C'est pas les clients nous le demandent et on peut pas vraiment leur dire non plus. On va pas leur vendre un scénario à plus 30 dans les 6 mois. Donc ceux qui ont été bien investis jusqu'à présent, alléger un peu, c'est pas une mauvaise décision de gestion, c'est ce que vous dites, en termes de stock picking, quand on a des modèles économiques qui marchent et qu'un investissement, il faut pas s'en défaire. Je crois que vous avez trouvé le nouvel adage boursier pour le mois de mai, Vincent. Comment vous dites? Buy in May and enjoy your holiday, c'est ça? Voilà. On verra. Il reste encore une petite dizaine de jours, mais pour l'instant, c'est un mois positif. Effectivement, un mois de rattrapage après le creux d'avril. Avant et après les baisses de taux, notamment en Europe, puisque c'est là que ça va se passer d'abord. Ça a commencé déjà en Suède, en Suisse, et ça arrive le 6 juin prochain pour la BCE. Absolument. Et je voulais revenir un petit peu sur le dollar, parce que je pense qu'effectivement, c'est quelque chose que la BCE surveille. On l'a souvent dit, donc en tout cas depuis l'existence de la BCE, ça avait été le cas avant qu'elle n'existe, mais ce sera la première fois qu'elle va baisser ses taux avant la Fed, et je pense que elle le fait quand même avec un petit peu d'appréhension, parce que si on avait un effet fort sur l'euro, qu'on aurait pu avoir dans ce contexte-là, il y a un contexte d'inflation importée. On sait que, en particulier sur l'énergie, on achète notre énergie en dollars. Et donc le fait que l'euro-dollar soit resté calme, je pense que c'est un très bon signe pour la BCE. Je pense aussi qu'en partie, ça s'explique par tout ce dont on a parlé avant sur les marchés. Le dollar, c'est quand même globalement une devise risk-off. Donc le fait que les marchés soient optimistes, ça aide. Le dollar, qui est quand même globalement au-dessus de ces niveaux de parité de pouvoir d'achat, ou genre de choses, à rester calme. En tout cas, par rapport à l'euro, et toute la volatilité, elle a été sur le dollar yen. Et là, effectivement, on a vu que c'est la Banque du Japon. Alors, elle n'a pas officiellement intervenu, mais tout le monde sait qu'elle est intervenue, on va dire, pour mettre fin à la chute du yen, parce qu'effectivement, étant donné qu'elle monte ses taux, mais alors là, pour le coup, avec des pas de 10 points de base très prudents, c'était la devise qui, on va dire, était pénalisée, la devise japonaise, du retard des baisses de taux de la Fed. Et donc, elle semble avoir ajusté son niveau d'intervention un peu à la hausse, d'ailleurs. Bon, donc effectivement, la volatilité, elle est plus là, mais le point, c'est qu'effectivement, le terrain semble balisé pour que les banques centrales européennes, parce qu'on aura probablement aussi la Banque d'Angleterre, commence en juin, et sans que les marchés, on va dire, tremblent, et sans qu'on ait ce qui serait une mauvaise nouvelle pour la Banque centrale, une espèce d'effet feedback négatif avec un petit peu plus d'inflation importée. Donc là encore, ça se passe... on a effacé 7 baisses de taux à un moment côté américain, l'euro-dollar n'est pas allé à la parité pour autant. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point... Ça, c'est un point aussi plutôt sympathique, entre guillemets, dans l'environnement, surtout vu de Francfort, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, l'inflation européenne, elle valide vraiment ce choix de politique monétaire à ramener vers notre 4%, c'est clairement restrictif. Même si effectivement l'économie européenne donne des signes de reprise timide, donc c'est plus effectivement pour avoir une politique monétaire moins restrictive, mais le mandat de la BCE, lui, il est vraiment plus centré vers l'inflation, donc une inflation qui est vraiment là quasiment à la cible, c'est logique de relâcher, et ça valide aussi.
pour moi, c'est aussi l'un des éléments intéressants de ces dernières semaines, c'est qu'on commence à voir des révisions positives sur les bénéfices en Europe. Parce qu'aux États-Unis, on va dire, les attentes, on le disait tout à l'heure, pour le deuxième, troisième, quatrième trimestre, elles sont confortables. Ouais, confortables. Voilà. Confortables. Donc, je ne dis pas qu'elles sont déraisonnables, mais elles sont confortables. En Europe, elles sont positives, mais elles sont plus basses. Et donc, il y a de la place, on va dire, pour des révisions à la hausse. Et ça aussi, c'est l'un des éléments que les marchés adorent. Il n'y a rien de plus stimulant pour un investisseur action que d'avoir des perspectives bénéficiaires qui sont revues à la hausse. Et en plus, quelques petites baisses de taux qui viennent agrémenter tout ça. Est-ce que ça veut dire que pour un investisseur global, notamment un investisseur en dollars, par exemple, Philippe, le cas d'investissement européen est-il en train de devenir plus intéressant? Bien, si je vous cite, donc vous, GIM Global Partner, donc on a des participations dans des boutiques de gestion un peu partout. Notre principal partenaire qui fait de l'allocation d'actifs, donc Richard Bernstein Advisors, pour la première fois depuis longtemps, est bien plus positif sur les marchés en dehors des États-Unis. L'Europe, le Japon, la Chine, qu'ils ne sont sur les États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'opportunité, mais si on veut regarder, on va dire, au niveau des indices, donc ça, c'est un signe. Une des grandes maisons de Wall Street, Morgan Stanley, pour ne pas les citer, qui publiait, je crois, hier ou avant-hier, leur outlook sur le deuxième semestre, les marchés sur lesquels ils sont les plus positifs, c'est l'Europe. Ouais. Donc il y a en tout cas un regain d'intérêt là où quand même, faut être honnête, c'est en général pas la priorité des investisseurs américains, notre continent. On m'a dit l'Europe pour un investisseur américain est vue comme un lieu de tourisme avant tout. Ah, ça, non mais voilà, c'est à l'Europe de démontrer qu'elle peut être effectivement un terrain d'investissement structurel pour des investisseurs étrangers. On peut imaginer qu'il y ait alors au moins une fenêtre, et on verra combien de temps la fenêtre peut durer, mais qui soit en relatif plus favorable à des actifs non américains et potentiellement européens, Vincent ? Alors déjà, le fait qu'il y ait un peu de reprise économique, si on regarde en relatif, en fait, l'ampleur de la reprise économique en Europe sera beaucoup plus forte que dans les autres zones. En niveau absolu, d'autres zones auront un niveau supérieur à celui de l'Europe, mais par contre, la dynamique est beaucoup plus forte en Europe qu'ailleurs. Donc déjà, on peut essayer de surfer un petit peu là-dessus. Je pense que le fait que la BCE baisse ses taux n'est pas forcément un énorme sujet sur le dollar ou sur l'inflation importée, parce qu'en réalité, ça risque de restimuler la croissance. Et en fait, une des raisons pour lesquelles je pense que les investisseurs étrangers délaissent la zone, c'était la Russie et c'était la croissance. Il y a 2 ans sans croissance. La Russie, le problème continue de se poser, mais par contre, le fait d'avoir de nouveau un petit peu de baisse de taux pour restimuler un petit peu la croissance, je suis pas sûr qu'on ait du coup un effondrement du dollar. On a de nouveau des proies possibles. On voit bien que les autorités européennes sont un petit peu plus accommodantes quand il s'agit de laisser filer certaines entreprises. Il y a un changement d'état d'esprit, on est un peu moins protecteur du consommateur et on commence à... les lignes sont en train de bouger. Je pense qu'avec les élections qui viennent, ça peut, à la fois en Europe et aux États-Unis, ça peut aussi être tentant pour des investisseurs étrangers dans la mesure où il y a des régionalisations qui sont en train de se réorganiser, d'être complètement exposés sur les États-Unis. Avec l'hypothèse de Trump qui débarque, vous ne savez pas trop comment les choses vont se passer. Ça peut être aussi raisonnable de disperser un petit peu vos... Vous dites tout le narratif autour de l'autonomie stratégique de l'Europe, ça c'est la voie portée par la France, Emmanuel Macron, mais l'idée qu'on est peut-être un peu moins naïf aujourd'hui, il y a des évidences suffisamment sensibles pour qu'un investisseur américain au fin fond du Texas ou de l'Ohio en prenne conscience et se dise tiens, ils sont en train de se défendre un peu plus que ce que j'imaginais, ça vaut le coup de mettre quelques dollars là-bas. Stratégique, non. Tactique, oui. Ouais, d'accord. Donc pour moi, à horizon, on va dire d'un an ou quelque chose comme ça, pour moi, l'Europe est un investissement assez évident pour un investisseur étranger. En stratégique,
je suis pas certain qu'on fasse bouger les choses. Peut-être que si nous aussi on gagne en productivité avec l'IA ou des choses comme ça, voilà. C'est une histoire de long terme. Voilà, peut-être que là, ça vaudra la peine. Le deuxième argument, c'est le côté un peu spécifique de l'Europe, c'est son engagement socialement responsable, transition énergétique. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de négatif en bourse, puisqu'en fait, c'est plutôt des surcoûts. Voilà. Enfin, je pense que globalement, c'est pas très constructif pour la cote européenne. Peut-être que dans un deuxième temps, plus tard, cette marque de fabrique européenne sera de nouveau positive en relatif et attirera de nouveau les capitaux internationaux. Cette valeur extra-financière pourra se retrouver à un moment... Il y a un côté croissance, il y a un côté bien-disant. Ce sont des coûts que nous, on assume aujourd'hui. Les autres pays devront probablement les assumer aussi à leur tour un jour. Donc en relatif, il est possible que l'Europe, ce jour-là, ait pris en fait une forme d'avance et sur des positionnements de croissance. Sur l'Europe, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Igor? Je notais quand même aussi une forme de rattrapage des small et mid cap en Europe. On a peut-être la cote au monde des small et mid la plus intéressante, avec de la qualité, une profondeur de cote, etc. Bon, à Paris, ça y est, l'indice, le CAC Small, fait jeu égal avec la performance du CAC 40 depuis le 1er janvier désormais. Après, il a du retard, mais... Ah oui, oui, au moins une paire d'années, oui. Alors, moi, ma vision de l'Europe, pourquoi c'est un secteur ou une zone géographique achetée, c'est pas tout à fait pour les raisons, c'est même à l'inverse, c'est plutôt parce que l'Europe est devenue un vassal complet économiquement des États-Unis. Et donc les Américains n'investissent que très rarement dans des systèmes qui leur sont défavorables, qui leur sont, et d'ailleurs on l'a bien vu avec les différents conflits, même les Chinois. Donc moi je pense plutôt qu'on est devenu par extension une gigantesque zone de consommation pour les États-Unis, avec une gouvernance... En restant aligné sur les intérêts de plus en plus, il me semble. Pas de moins en moins, de plus en plus, puisque l'autonomie stratégique de l'Europe n'existe pas dans les faits aujourd'hui. Et donc c'est plutôt pour ça que les Américains reviennent, parce qu'ils ont un cadre d'investissement où effectivement il y a un momentum économique qui se dessine. Ça les rassure, quoi. Voilà. Mais c'est pas du tout parce qu'on emprunte une voie qui est désalignée et différente d'eux, puisque ça c'est pas du tout dans la mentalité d'un Américain d'aller mettre à risque son argent dans un système de gouvernance qu'il ne comprend pas, qui soit pas aligné avec ses intérêts, en tout cas aux intérêts du monde anglo-saxon. Donc ça c'est ma lecture, mais les faits, les conséquences, c'est vrai que, de toute façon, l'Europe n'est jamais une pondération majoritaire pour un Américain. C'est satellite, c'est un investissement de tourisme, évidemment. Enfin, évidemment, comme vous l'avez dit, c'est tous les sens du terme. Voilà. Donc, oui, on a des sociétés de qualité, on a des sociétés qui ne sont pas encore très chèrement valorisées. Donc, sur les small et mid cap, je pense que c'est quelque chose qui a démarré en fin d'année et qui va perdurer. D'accord. Et c'est le même mouvement pour vous qui se poursuit. Il y a eu, effectivement, le début d'année a été un peu plus mou que la fin d'année, mais, oui, mais pour bon, vous, c'est... Ça va jamais en ligne droite non plus. Donc, il faut aussi voir que les petites entreprises ont plus de mal à absorber tous les chocs, et l'économie mondiale envoie des chocs à répétition. Quand vous êtes Nvidia ou Total Energy, c'est plus facile de les absorber. Mais aujourd'hui, la prévision macroéconomique est plus difficile pour une petite société dans un monde global. Quand on était chacun dans son coin, c'était plus facile. Est-ce que pour un investisseur en dollars, je ne sais pas, la perspective de l'élection américaine, des turbulences que ça peut générer sur le marché américain peut-être en premier lieu, est-ce que c'est aussi un argument, alors peut-être par défaut, mais qui peut permettre de se dire, tiens, pour quelques mois au moins, je vais aller voir comment ça se passe en Europe, les élections auront lieu, etc. Alors, premier concept, il ne faut jamais gérer avec sa carte d'électeur, quel que soit l'endroit, parce qu'on l'a vu pour le Brexit, en Italie, lorsqu'il s'agit de éventuellement avoir un gouvernement anti-euro, ou l'élection de Trump, les marchés ont tout de suite remonté. Après, ma vision, c'est que Trump et Biden, c'est en fait les deux faces d'une même pièce. C'est les États-Unis. Et les États-Unis sont entrés depuis Barack Obama dans un cycle protectionniste. Donc, Barack Obama l'avait initié, Trump l'a renforcé, et Biden l'a plus que prolongé, c'est-à-dire qu'avec l'IRA. Donc ça, c'est une donnée à plus long terme qui est défavorable pour l'économie mondiale, qui est défavorable pour l'Europe, puisque nous, on est vassalisés, et en même temps, on a la Chine qui est un énorme producteur, un déflateur aussi potentiel. Donc c'est... Aujourd'hui, voilà, on est dans une situation qui est peut-être un peu plus complexe à moyen long terme. Voilà, les États-Unis
Bon, ça reste la première puissance économique mondiale. C'est pour ça que sa monnaie est une monnaie de réserve mondiale. Et tant que ça n'est pas remis en cause, il n'y a pas de raison de ne pas y investir. Après, la gouvernance d'une démocratie qui va probablement devoir recompter ses votes avec 2 personnes qui sont très âgées, c'est un signal aussi qui n'est pas forcément rassurant, mais on sait aussi que la démocratie américaine est plutôt pilotée par des lobbies industriels et économiques, et notamment le lobby de l'armement. Donc, il ne faut pas l'oublier. C'est la donne aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Sur les élections américaines, bon, d'abord, il faut pas oublier que, évidemment, tout le monde va se focaliser sur l'élection présidentielle, mais qu'il y a aussi un tiers du Sénat et la Chambre des représentants, et qu'il faudra faire attention à tout ça pour voir quels sont les vrais pouvoirs de la nouvelle Parce que Barack Obama a été empêché de gouverner dans son deuxième mandat. Donc ça, c'est le premier point. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait New York, c'est-à-dire qu'il y a quand même moins de différence entre les démocrates et les républicains, qu'on veut bien le dire. Le protectionnisme, le fait de voir dans la Chine un rival stratégique qui leur est insupportable, et ça, c'est quelque chose de complètement bipartisan. Il y a un point important pour moi qui sépare possiblement Trump et Biden, et qui peut avoir un gros impact, alors plus sur le marché obligataire que sur le marché action, sachant que les deux sont liés, c'est l'immigration. Je pense qu'on n'a pas assez souligné l'importance de l'immigration aux États-Unis, en partie clandestine, sur le premier mandat de Joe Biden. Donc on peut se demander où serait l'inflation, puisqu'on voit que le marché du travail, même si effectivement il donne quelques petits signes de faiblesse, il reste quand même robuste. Où serait le taux de chômage s'il n'y avait pas eu d'immigration? Et donc, le phénomène de désinflation immaculée est en grande partie lié à la rouverture des frontières. Et que c'est l'un des domaines où le président, par des executive power, comme vous avez des décrets exécutifs, comme on l'avait vu dans mais donc le c'est mandat quand de même pas Trump. tout à fait pareil. Exactement. Philippe, c'est bien pour ça. Sur des sujets donc c'est ce domaine-là, parce que si économiquement majeurs, ou en tout cas avec des conséquences. Encore une fois, après, il y a ce que le marché peut anticiper. Si le marché anticipe une politique d'immigration beaucoup plus stricte aux États-Unis, dans le cas de l'élection de Donald Trump, on peut avoir, on va dire, quelques éruptions sur la partie longue de la courbe des taux. Voilà. Ça c'est plus, à mon avis, ça le point que, effectivement, sur la politique commerciale, où globalement, il peut y avoir du bruit. Même sur les politiques d'impôts, on a vu finalement que les deux avaient été... l'un a baissé les impôts, l'autre a augmenté les dépenses. Les deux font monter le déficit. Oui, ça, il n'y a pas de doute. Bon, et pour l'instant, personne n'arrive avec un vrai... je reviens aux craintes potentielles d'un investisseur obligataire. Autre sujet qui est en train de monter, c'est la relation de Donald Trump et de la Réserve fédérale américaine. Avec une nouvelle équipe, en tout cas des conseils aujourd'hui, qui ne cachent pas leur volonté de dire que Powell out, et puis derrière, on mettra vraiment des gens qui seront au diapason de la politique fiscale et budgétaire menée par Trump. Donc normalement, il est là jusqu'à début 2026, je crois, Powell. Mais oui, ça c'est un point. C'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, d'un certain côté, la Réserve fédérale, elle fera quelque chose en septembre, s'il est donné... après, la réunion suivante, elle est juste le lendemain de l'élection américaine. Donc, normalement, ça n'interfère pas. Fascinant dans le monde politique américain, c'est que Peter Navarro, qui était un des anciens conseillers clés de Donald Trump pour son mandat 2016-2019, il était conseiller au commerce, il avait écrit, c'était quoi, de Death by China, je crois, c'était son grand livre, effectivement, sur la Chine, etc. Alors, il est en prison pour quelques mois parce qu'il a refusé de participer à l'enquête du Congrès sur les événements du Capitole en janvier 2020, donc il purge quelques mois. Et il donne des interviews et il dit les 100 jours de Trump, voilà comment ça va se passer. Donc Powell out, l'immigration c'est fermé, les tarifs c'est partout et pour tout le monde. Enfin, il y a le playbook dans le texte de Peter Navarro en tout cas. Alors, ça va faire bouger les anticipations d'inflation. Effectivement, une différence qui est notable, c'est que Donald Trump est probablement moins prévisible que Joe Biden. C'est pas un élément de contenu de la volatilité. Ça ne met pas forcément le VIX à 12. Vincent, je ne sais pas, sur Biden-Trump, est-ce qu'il y a déjà des éléments effectivement de réflexion? Et puis, il nous reste quelques minutes pour dire un mot un peu des enjeux de Nvidia, puisque c'est l'action systémique de ce moment de marché-là. Bon, Biden-Trump, j'ai l'impression qu'on a à peu près tout dit. C'est-à-dire que de toute façon, il y a une convergence sur le fait de taxer. Il y a une convergence sur le fait de renationaliser des activités. Taxer 18 milliards de produits chinois importés. Non, mais c'est 4%, c'est 4%. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais c'est pas pareil que ce que dit Trump, ce sera un tarif pour tout le monde. Merci, mesdames, messieurs. Non, on est bien d'accord. Donc, même dans la méthode et sur le fond, c'est pas tout à fait la même histoire.
Oui, ensuite, pour moi, la grande différence, c'est surtout que Trump reste dans une idée assez libérale, c'est-à-dire qu'on baisse les taxes intérieures, on taxe l'extérieur, mais le but, c'est d'espérer que l'intérieur reste créatif, investisse, etc. Donc, en clair, que les capitaux tournent de façon positive. Biden, il flèche les capitaux. Pour moi, c'est ça, en fait, la grande différence, c'est que je taxe extérieur et intérieur, mais par contre, je veux impérativement avoir une ligne de conduite, certains domaines de développement qui se font. Donc, pour moi, c'est ça la principale différence entre les deux. Bon, Nvidia demain soir. Nvidia Quelle est l'équation là pour les marchés? Le titre est quasiment sur ses plus hauts, ce qui veut dire qu'on a à l'évidence un optimisme. Depuis 2-3 jours, on a beaucoup de courtiers qui révisent en hausse de façon assez agressive, même pour certains, leurs objectifs. Juste avant la publication, c'est relativement courageux. Donc je soupçonne qu'ils sont très à l'aise sur la publication. On sait que la société a beaucoup d'avance par rapport à ses concurrents en termes de produits. Donc il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises à ce niveau-là. J'ai pas l'impression, quand j'entends un Facebook, qu'il y ait le moindre ralentissement sur les investissements sur le thème de l'IA. Donc c'est pas encore le moment du trou d'air de la demande pour les puces dédiées aux nouvelles applications IA. La société a, alors de mémoire, 20 ou 25 milliards de trésorerie excédentaire. C'est plutôt à la mode de faire des beaux rachats d'actions quand on ne sait pas quoi faire de son argent tellement on en gagne, en sachant que je crois que c'est spectaculaire. Je crois que l'année prochaine, les prévisions, c'est d'avoir une centaine de milliards de dollars de cash si on ne fait rien. Donc pour moi, c'est évident qu'au-delà de l'opérationnel, on aura très probablement des bonnes nouvelles sur dividendes. Du retour aux actionnaires, quoi. Voilà. Donc je pense que ça se passera bien. Dividende, je sais pas. Il verse un dividende déjà Nvidia aujourd'hui ou pas? Il verse un dividende Nvidia aujourd'hui ou pas? Non, je sais pas. Comme la boîte existe quand même depuis avant l'IA, je suis pas sûr. Hein. C'est pas très élevé, mais oui. Ah, ils ont un petit dividende quand même Nvidia. D'accord. Il reste Amazon, alors qu'ils ne versent pas de dividendes encore dans le groupe des... Ça aussi, c'est ce qui m'a marqué, moi, de voir Facebook, Google commencer à mettre des petites touches pour verser du dividende, fidéliser des actionnaires, attirer peut-être aussi de nouveaux actionnaires, une nouvelle catégorie d'investisseurs et tout. Alors même que la fiscalité a monté sur les rachats d'actions. Ouais. Donc c'est pas un handicap et que les taux d'intérêt sont très élevés. D'habitude, un certain nombre de sociétés empruntent bien sûr. pour faire ces opérations. Bon, sur les enjeux Nvidia et tout ce qu'il y a autour, puisque c'est demain le moment de vérité. C'est qu'on parle beaucoup d'Nvidia et on dit l'intelligence artificielle, mais on en avait déjà parlé sur ce plateau. Les dépenses en IT aux États-Unis n'ont pas bougé en termes de proportion du PIB, ni en termes de taux de croissance par rapport au PIB. Ouais. Donc en fait, on parle d'un progrès, mais qui ne se voit pas du tout dans le niveau d'investissement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des arbitrages qui sont faits potentiellement? Là, il y a une prise de part de marché parce qu'il y a des produits qui sont plus performants, mais globalement, la masse d'investissement informatique suit un rythme médian, régulier, historique, qui n'était pas du tout le même dans les années 2000, où il y a eu une excroissance, etc. Donc, c'est pour ça, on dit l'intelligence artificielle, c'est pas encore le moteur à explosion, comme espèce de... Non, mais le moteur à explosion, ça a transformé les économies et les industries. Donc aujourd'hui, c'est toujours bien en bourse quand il y a des histoires comme ça, les Apple, parce que ça fait rêver et qu'il y a beaucoup de création de valeur. Après, comme je le répète, Nvidia ne fera pas tous les profits engendrés par les entreprises sur cette planète. Et on ne peut pas manger des puces électroniques. Donc, on peut aussi produire des produits alimentaires. Bon, donc, j'y accorde... Je ne vais pas dire que j'y accorde pas d'importance parce que ça serait déraisonnable, mais c'est systémique pour des gens qui sont très investis sur les valeurs techno, sur le Nasdaq, sur les États-Unis. Est-ce que... par répercussion, volatilité du marché américain, ça se retrouve aussi... La volatilité, c'est une chose, c'est la donnée du gérant. L'économie, le cours de Total Energy ne va pas dépendre des résultats d'Nvidia. Non. Donc, c'est plutôt des opportunités, sachant que la volatilité est plutôt l'ami du gérant et l'ennemi du client. Bon.
sur l'équation Nvidia. Vous disiez, on n'a jamais vu depuis 25 ans une action aussi systémique. Donc 25 ans, j'ai calculé, oui, ça nous ramène aux années 2000, quoi. Oui, je ne suis même pas sûr que dans les années 2000, il y en avait une qui était aussi symptomatique. Non, ce qui est fascinant, Apple, à un moment, on attendait Apple quand même chaque quarter comme ça. Mais... Non, c'est ce que vous disiez, c'est que pour l'instant, on disait que dans la ruée vers l'or, c'est seulement les fabricants de pelles qui ont... Donc pour l'instant, effectivement, l'intelligence artificielle, tout se joue sur Nvidia et les sociétés qui sont proches, globalement. L'écosystème. Voilà, c'est-à-dire l'écosystème, parce qu'on ne sait pas encore, même si on a commencé à avoir dans les résultats du premier trimestre, on ne sait pas encore ceux qui sont vraiment capables de créer des nouvelles sources de recherche. Alors ça se dessine, on voit bien que Microsoft, ne serait-ce que par leurs investissements dans OpenAI et autres, Alphabet maintenant, parce que ça, effectivement, cet investissement-là, c'est pas forcément d'investissement IT, ça va être de l'investissement dans des services. Bien sûr, des usages. Donc c'est... Et voilà, celui-là ne fait probablement que débuter et plus difficile. Et là, le match est ouvert, vous dites, de ce point de vue-là. Le match est ouvert, et c'est probablement là que, on va dire, sur les 5 ou 10 prochaines années, il y a des relais de création de valeur qui sont encore tout petits aujourd'hui. Et c'est là où aujourd'hui, on va dire, le marché se concentre sur ce qui est visible. Et Nvidia, c'est visible. Ça pourra probablement pas durer à ce rythme-là pendant 10 ou 15 ans. Mais effectivement, le trou d'air, comme vous disiez, oui, à moins d'une énorme surprise, il n'est effectivement pas pour demain. Bon, petite news dans l'IA aujourd'hui. Donc, c'est la société française Holistic AI, alors qui s'appelle H maintenant, H, qui boucle sa levée de fonds, qui avait été déjà plus ou moins annoncée, mais c'est 220 milliards de dollars qui sont levés par cette... 220 milliards Oui, 220 j'ai dit quoi milliards, non, millions, pardon, oui, 220 millions. C'est déjà pas mal. 220 millions de dollars levés par H, oui, j'étais sur les valos des Max 7, mais 220 millions, c'est quand même pas mal. Pour un premier tour de financement, ça se fait en actions, en convertibles, il y a tout le monde dedans, tous les grands fonds de VC, tous les grands milliardaires français ou autres qui sont investis dans H aujourd'hui, donc la nouvelle boutique AI française après Mistral AI. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Philippe Uzan, IM Global Partner, Vincent Lecartier, WeSave et Igor Demac, Vital Épargne.